Assis-toi sur la chaise. Bon, parle-moi de la série Mindhunter. Je dirais rien sur mon chapeau. Bon. Je t'écoute. Eh oui, Mindhunter saison 2, malgré le fait que je suis en prison, j'ai quand même eu l'occasion, parce qu'il y a une petite télé là dans le coin, de regarder la saison 2 de Mindhunter. La saison 1 m'avait énormément plu, je l'avais mis dans mon top des meilleures séries de l'année 2017, et j'étais impatient de découvrir la saison 2, je l'ai bingé ultra rapidement. C'est une saison qui est extraordinaire, magnifique en termes de visuel, en termes de mise en scène, d'atmosphère, c'est vraiment rare d'avoir ça d'une telle qualité, d'une telle ambition et méticulosité, je ne sais pas si ça se dit, à la télé actuellement. Voilà, réalisé par David Fincher les 3 premiers épisodes, Andrew Dominicki, je crois, les épisodes 4 et 5, ou 4, 5, 6, et les 3 ou 4 derniers sont réalisés par un autre mec. Bref, c'est une énorme saison 2. Mon avis va être avec spoiler, donc à partir de maintenant, je m'autorise à spoiler, parce que je ne peux pas parler de cette deuxième saison. Si vous ne l'avez pas vu, allez découvrir Mindhunter, je vous le recommande fortement. Mais là, ça va être une vidéo pour ceux qui ont vu la saison et qui ont envie d'en discuter, d'avoir mon avis dessus, mes théories. Voilà. Pour moi, cette saison 2 de Mindhunter, c'est la saison de la frustration. C'est assez intéressant parce que la première saison, pour moi, c'était la fascination. On était face à des agents du FBI qui découvraient un nouveau monde, qui découvraient le principe d'interviewer des serial killers et donc qui commençaient à comprendre qu'on pouvait rentrer dans leur tête et réussir à créer des parallèles entre différentes personnes qui font la même chose et donc résoudre des enquêtes comme ça. Il y avait une forme de fascination jubilatoire, un côté waouh, un coup on a une espèce de boîte à outils qui s'ouvre et on a plein de jouets avec lesquels jouer, qui était la tête des criminels, le fait de dresser des profils. C'était la première saison qui était assez particulière en termes de rythme, qui avait un fil rouge pas vraiment assumé, qui avait plusieurs espèces d'enquêtes qui arrivaient, mais c'était pas non plus un épisode d'une enquête. Et il y avait ce côté, on découvrait un univers, c'était assez fascinant. Et d'ailleurs, cette fascination avait un côté néfaste parce que les personnages eux-mêmes étaient fascinés, principalement le personnage de Holden, qui était vraiment le personnage principal de cette première saison. Il était fasciné par les serial killers qu'il interviewait, au point qu'ils finissent un peu par perdre la boule avec Kemper à la fin, où cette fascination devenait totalement malsaine. Et cette saison 2, pour moi, c'est celle de la frustration, comme je le disais, parce que là, on change de paradigme, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on change littéralement de paradigme au début, où toutes les sous-intrigues de la première saison sont balayées directement, c'est-à-dire que Holden, qui a fait sa crise de panique, c'est vite réglé, le FBI qui mène une enquête sur les profilers, tout ça, c'est vite réglé, on change le patron du FBI, on a un mec qui est à la tête maintenant qui les soutient, donc ça change totalement la dynamique, et ça va provoquer des changements qui font que la saison ne va pas du tout être orientée, ou ne va pas du tout être rythmée, ou en tout cas, la direction qu'elle va prendre sera différente de ce qu'on a connu précédemment, et ça m'a vraiment plu. Mais pour revenir à la frustration, qui est mon point de base, et vraiment le point central de cette saison pour moi, c'est qu'elle irrigue toute cette saison. Elle irrigue d'abord le spectateur. C'est-à-dire que cette saison, comme la précédente, a des épisodes qui débutent par cette espèce de mec qui se balade au Kansas, là, on sait pas trop ce qu'il fait, et il y a un côté frustrant, parce que ça fait quand même 2 saisons qu'on voit ce mec, des petites scénettes de lui, on sent que, ça va être important, on sent qu'il y a quelque chose, mais on nous donne toujours pas une vraie réponse, on n'explore toujours pas cette piste-là, et donc rien que ça, déjà, ce principe de base peut être frustrant. Mais au-delà de ça, on sortait d'une saison où, grâce à leur talent de profilage, nos enquêteurs commençaient à réussir à résoudre des crimes. Et donc, on espère qu'ils vont réussir à repartir dans cette dynamique-là et à réussir à résoudre certains crimes ou des enquêtes grâce à cela. Et ça n'arrive quasiment pas. C'est-à-dire qu'on débute la saison pendant 4-5 épisodes jusqu'à ce qu'on se concentre sur l'affaire des disparus d'Atlanta. On n'a pas d'affaires, on a des espèces de pistes, des choses à enquêter, mais c'est très très superflu. Il n'y a pas un moment où vraiment nos enquêteurs font une différence. Donc en tant que spectateur, on est un peu frustré d'avoir affaire à une série qui, à la base, nous présentait des mecs qui avaient révolutionné la méthode de résoudre des crimes et qui sont totalement impuissants face aux affaires qu'ils doivent traiter. Moi, ça m'a beaucoup frustré, mais c'est une frustration qui est positive. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui est haletant. Moi, j'étais frustré parce que je voulais toujours en savoir plus. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la saison va garder ce ton-là. On ne va pas réussir à être pleinement satisfait à la fin de cette saison. En tant que spectateur, on a une réponse qui est le tueur qu'on nous présente, mais est-ce que c'est vraiment lui ?
Est-ce que finalement, voilà, il y a toujours cette espèce de doute qui subsiste, et en plus, on n'a jamais la confirmation. Donc, en tant que spectateur, on est frustré, mais d'une manière qui est assez fascinante, et c'est pas une frustration négative. Je trouve que c'est intéressant d'avoir justement manipulé cette saison pour nous provoquer ce sentiment de se dire ça aurait pu être tellement plus, ils auraient pu faire plus. Mais à la fois, c'est ce que les personnages vivent. Et c'est là où j'arrive au deuxième point, qui est que cette frustration, elle est vécue par le spectateur, mais elle est principalement vécue par les protagonistes. On a des protagonistes qui, au départ, n'arrivent pas à trouver une enquête satisfaisante, ou n'arrivent pas à intégrer une équipe qui permette d'enquêter sur quelque chose. Donc, ils voyagent entre différents trucs sans réussir à avoir réellement un impact. Donc, ils continuent d'interviewer leur serial killer, et ça reste toujours assez fascinant. J'ai une mouche qui m'emmerde. Mais ils n'ont pas vraiment une espèce d'enquête où ils arrivent à résoudre, à faire une différence grâce à leur capacité de profilage. Quand vient l'affaire d'Atlanta. Donc, l'affaire d'Atlanta, c'est l'énorme affaire qui est quand même horrible. C'est 29 ou 30 enfants qui disparaissent, là, et qui se sont tués, retrouvés dans les forêts, dans les rivières. Et là, on leur donne les moyens, on leur dit, allez-y. Donc là, théoriquement, cette frustration qui avait été un peu accumulée dans la première saison de se dire, on nous prend pas au sérieux, là, d'un coup, elle devrait être balayée, c'est bon, on les prend au sérieux. Et pourtant, il y a énormément d'embroglios qui font qu'ils n'arrivent jamais à être pris au sérieux quand même. Les autorités locales ne croient pas en leur méthode. Je sais pas, le district attorney, le mec qui est supposé donner les mandats pour faire des perquisitions, tout ça, il n'arrive pas à y croire. Il considère que la psychologie, c'est pas une preuve. Enfin, ils sont toujours rabaissés parce que leurs méthodes sont pas encore acceptées. Donc ça génère une énorme frustration chez eux. De plus que ils sont sûrs à un moment de choper le mec. Et ce mec-là, ils arriveront jamais à le faire condamner pour les réels crimes qu'il a supposé commis. Commis. Ah, c'est dur l'orthographe, non, la grammaire. Ce tueur qu'ils arrivent à choper à la fin, ils ont aucune preuve tangible à part de la moquette. Et donc, ils finissent la saison, mais dans une forme de frustration totale. Ils ont l'impression d'avoir quand même le sentiment du devoir accompli, et à la fois, pas vraiment, quoi. Et ça, c'est vraiment rude. Et je trouve que c'est rare d'avoir des héros dont le parcours est à la fois une réussite et à la fois un échec. Et c'est vraiment bien géré là-dedans. Et je trouve que c'est assez innovant de proposer une saison où on reste là-dessus, quoi. On se dit, en fait, non les gars, vous avez bien fait votre taf, mais vous n'arriverez pas à en être satisfait quand même. Et toute cette enquête, elle fait écho évidemment à ce qui se passe dans la vie personnelle des protagonistes. Alors Holden, pour le coup, on jarde sa vie personnelle, lui, il est totalement dénué de vie personnelle dans cette saison. C'est pas plus mal, je trouvais que c'était la moins bonne partie de la saison 1. Soit sa relation avec l'étudiante, tout ça, ça fonctionnait pas des masses, donc tant mieux, ils ont fait une très bonne décision de l'otage. Par contre, on se concentre beaucoup plus sur Bill Tench et son drame familial, qui est un truc qui est vraiment glauque et hyper prenant. Enfin voilà, c'est vraiment une affaire avec son fils qui a vu un enfant mourir, qu'il a accroché sur une croix et tout, c'est glaçant. Mais encore une fois, on est dans de l'ordre de la frustration la plus totale. Ce gamin qui ne parle plus, les parents se retrouvent, mais en plus d'être désœuvrés, sont dans une frustration totale de ne pas réussir à communiquer, quoi. Le manque de communication. Et donc ça va gagner du terrain, et ça va vraiment gangréner cette cellule familiale jusqu'au point où la femme décide de déménager sans prévenir Bill Tench, tout ça. Donc voilà, il y a ce côté où vraiment vous pouvez trouver d'autres mots que la frustration, mais c'est un espèce d'état d'esprit où, par manque de communication, par manque d'ampleur, de fait que les gens n'arrivent pas à se lâcher, n'arrivent pas à aller au bout de ce qu'ils entreprennent, ou même commettent des erreurs et n'arrivent pas à s'en émanciper, et ça gangrène, et tout finit par être un peu moisi. C'est pareil pour la relation qu'a la Dr Carr, là je crois qu'elle a la blonde, enfin bref, la docteure, je sais plus comment elle s'appelle exactement, je crois que c'est Dr Carr, où sa relation qui part sur une base qui est épanouissante, tout d'un coup elle découvre quelqu'un qui va lui présenter une vision de la vie qui change de la sienne, qui est supposé un peu l'épanouir, la porter en avant, et la frustration arrive quand elle se rend compte que cette personne, en fait, elle n'est pas si en phase avec elle-même que ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de sa vie où elle se ment à elle-même et elle n'assume pas réellement qui elle est, donc fatalement, on a cette frustration qui revient dans le personnage de Carr, qui se retrouve à devoir, encore une fois, mettre un terme à cette relation parce qu'elle a été phagocytée par, encore une fois, une forme de frustration. Donc ça, c'était pour le thème global de cette saison. Je pense que j'ai jamais dit autant le mot frustration dans une vidéo, et je vous avoue que ça doit être assez inaudible. Je m'en excuse, les cocos. Sinon, au-delà de ça, on est face à la série qui est encore une fois la mieux réalisée de l'année, je pense. Il n'y a rien de plus élégant
que cette série. Les séquences sont toutes plus dingues les unes que les autres, alors que sur le principe, c'est juste des conversations entre des gens dans des pièces ou dans des voitures. Il y a très peu d'action, c'est pas le but, mais l'atmosphère créée et la finesse et vraiment la méticulosité de la mise en scène me troue à chaque fois. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est propre, qu'est-ce que c'est léché. Il y a une ambiance qui est créée immédiatement par les images qui font que tu ne peux pas, par exemple, ne pas regarder cette série. C'est-à-dire que c'est pas une série qui s'écoute, les informations sont véhiculées par la mise en scène, vraiment. Je pense notamment à cette séquence où ils prennent le témoignage d'un mec qui s'est pris 3 balles dans la tête, là, et que tu ne vois jamais. C'est une séquence que de dialogue avec quelques plans dans une voiture, mais qu'est-ce qu'elle te met les chocottes, elle te crée une tension, elle te fait naître un personnage que tu ne vois pas, et pourtant qui te bouffe la séquence, c'est mais vraiment magistral. Au-delà de ça, il y a aussi, encore une fois, des interviews qui sont quand même les meilleurs moments de la série, il faut pas se mentir, même s'il n'y en a pas énormément dans cette saison, mais les 2 interviews qui sont vraiment magistraux, c'est celui du fils de Sam et celui de Manson. Pareil, c'est 3 mecs dans une pièce, mais qu'est-ce que ça claque la tronche. En termes de mise en scène, c'est posé, c'est efficace. Il y a vraiment ce côté où ils te prennent et ils te racontent ça comme si tu y étais. Et les acteurs jouent magnifiquement, c'est bourré d'intensité. On sent la patte de Fincher qui arrive à te faire un film sur Facebook et qui te fait quasiment le meilleur film de la décennie sur un sujet qui pourrait être totalement indigeste. Et là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que tu es fasciné, quoi qu'il arrive, dès que tu as les serial killers et qui se font pareil interviewer, le personnage d'Holden, à ces moments-là, c'est vraiment ce personnage qui vraiment claque la gueule. Il ressort un peu son côté de la première saison où vraiment il était surprenant et il mène ses interviews de manière fascinante. Bon, il y a 2-3 interviews qui se passent pas terribles, mais voilà. Et donc ce personnage, c'est là où vraiment il brille et ses séquences sont juste dingues. Au-delà de ça, regarder cette saison cet été après avoir vu le film de Tarantino, c'est aussi un énorme kiff, il faut bien le dire, parce que c'est un peu miroir, pas énormément, mais il y a tout un épisode, l'épisode 4 ou 5, je sais plus, avec Manson et avec Tex, qui sont donc dans le film de Tarantino, et ça fait miroir sur les événements de ce qui se passe dans le film de Tarantino. Donc d'un coup, tu as un espèce de Cinematic Universe qui se crée avec cette espèce de Family Manson été 69 cinématique série Netflix Universe Tarantino, je sais pas quoi, qui est vraiment génial, et d'avoir des réponses à quelque chose qui est posé dans un film, dans une série que tu regardes la même semaine et tout, c'est assez fascinant aussi, encore une fois. Et surtout, la théorie qui est posée dans cette série est juste géniale, quoi. De se dire que Manson, en fait, il se fait passer pour un crétin parce que un mec, il assume pas son côté gourou, manipulateur, et qu'en fait il l'était à mort. Enfin, ce côté, tu sais plus ce qui est la vérité, ce qui est pas. Tu sens que le mec c'est le roi de la manipulation et qui gère ça à merveille. En plus, je crois que c'est le même acteur qui joue dans les 2 films et séries. Donc ça, voilà, ça c'est vrai que c'était comme un petit bonbon. C'était vraiment le moment truculent de cette saison, même si, au final, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'espèce d'intrigue globale qui est majoritairement développée dans la fin de cette saison. Pour en arriver à une espèce de conclusion, j'avais envie qu'il y ait une infinité d'épisodes, j'arrivais pas à m'arrêter. C'est-à-dire que cette frustration qui était causée par les événements, par le fait qu'il n'y avait pas de dénouement, que ça n'avançait pas, que ça piétinait, ça me donnait encore plus envie de regarder. C'est assez dingue. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse d'une série qui va te balancer du cliffhanger et des événements pour justement te garder en haleine. Là, c'est l'inverse. On te retient les événements, on t'empêche de savoir quoi que ce soit et t'as rien à te mettre sous la dent. Mais tu continues à en vouloir encore plus parce que justement le peu qu'on te donne c'est tellement bon que voilà, t'en peux plus. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est énorme dans cette série, c'est qu'elle est partie à l'opposé de tout ce que les autres séries ont fait depuis des décennies, c'est-à-dire à vouloir générer du rythme, des péripéties, à vouloir te créer des fins d'épisodes qui vont te laisser du suspense ou quoi que ce soit, ou à jouer sur des choses qui vont être de l'ordre un peu putassier, de la peur, du suspense. Tout ça c'est balayé et on est dans cette espèce d'enquête qui est lancinante, qui patauge dans la semoule. Et réussir à faire un film, enfin, je dis un film, une série, mais c'est vrai que c'est 9 épisodes qui se bouffent quasiment en une fois, donc on pourrait faire le rapprochement avec le cinéma, mais réussir à faire 9 épisodes qui arrivent à te tenir en haleine, sans te donner grand-chose, c'est que tout passe par l'écriture et la mise en scène, et qu'il n'y a pas d'artifice de dramaturgie. Et ça, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Franchement, je vous le dis. Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo sur Mindhunter saison 2. Je la fais en retard et tout, mais j'avais quand même envie de vous donner mon petit avis et mon retour sur cette série qui m'a fait vraiment du bien.
Enfin, du bien, non, parce qu'il y a des moments où j'étais vraiment mal. Moi, toute l'histoire avec Bill Tench, là, j'avoue que ça m'a mis mal, parce qu'en plus, il y a ce parallèle qui se fait avec le fait qu'il étudie les serial killers, il se demande si c'est pas au fond de son enfant, vu que c'est un enfant adopté, il a pas cette espèce de truc viscéral de se dire non, ça peut pas être, il peut pas être comme ça, parce que on est pareil, parce que non, c'est un enfant adopté, ça se trouve, il considère qu'il a adopté un monstre, enfin, c'est horrible. Donc bref, voilà, j'espère que j'aurai d'autres séries cool à mater en tôle. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!